Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, est-ce que nous avons une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur la compagnie Medical Property Trust? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, c'est une entreprise dont on a parlé ici, je pense que c'était au mois de juin ou juillet, quelque chose comme ça. Alors oui, c'était au mois de juillet ici. Donc si vous écoutez les deux premières minutes et les deux dernières minutes de cette vidéo-ci, excusez-moi. Donc si vous écoutez les deux premières minutes de la vidéo et les deux dernières minutes de la vidéo, je vous dis ceci. Quand vous arrivez sur les compagnies, les Real Estate Investment Trust, hormis le dividende et ses enfers qui ne servent strictement à rien du tout. Je dis strictement à rien du tout dans le sens où je n'ai pas un problème avec le dividende, hein, mais ça me fait mal que les gens accordent autant d'importance au dividende au lieu d'accorder l'importance au business model. Parce que si le business model est bon, si l'entreprise est stable, le dividende va s'en sortir. Le dividende sera très très bien. D'accord? Ce n'est qu'une question d'allocation du capital. Donc ne vous méprenez pas. J'aime bien les dividendes. Alors, sur Medical Property Trust, comme sur tous les real estate, posez-vous la question, qu'est-ce qu'on fait exactement? Alors, sur cette compagnie-ci, qu'est-ce qu'on fait exactement? En fait, nous louons des bâtiments, des hôpitaux, d'accord, ou bien des centres de santé, d'accord? Donc, nous sommes propriétaires de ces bâtiments-là et nous les louons à des opérateurs. Comment est-ce qu'on arrive à faire l'acquisition? Généralement, c'est ce on appelle ça, ils font généralement dans du sale and lease back. Ça veut dire quoi? Ça veut dire achat, ça veut dire cession, location. Donc, c'est-à-dire que moi, entité, j'ai un hôpital présentement et je possède le bâtiment et que j'ai besoin de dégager du cash présentement. Je vends le bâtiment, d'accord? Mais je reste locataire maintenant du bâtiment. Donc, je récupère une grosse somme d'argent et je me mets à payer un loyer sur une longue période de temps. OK? C'est vraiment ça la stratégie. Et si vous allez voir l'évolution aux États-Unis ici, il y a eu une grosse percée des private equity dans le domaine des hôpitaux, donc les hôpitaux à profit, parce qu'il y a les hôpitaux sans but lucratif et il y a des hôpitaux à but lucratif, notamment. Vous allez voir des entreprises comme HCA, Hospital Healthcare, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça, donc je vais juste mettre ça ici. Donc, Medical Property Trust, c'était une entreprise très importante pour la stratégie des différents private equity. Donc, généralement, quand un private equity rachète, notamment avec la stratégie de leverage buyout, donc, c'est-à-dire achat avec effet de levier, admettons que nous avons une entreprise comme Cerberus, par exemple, ou bien KKR, qui veut faire l'acquisition de HCA. HCA vaut 100 dollars. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont endetter HCA à hauteur de 95 dollars. D'accord? Et ils vont juste mettre 5 dollars sur la table. C'est-à-dire que j'achète l'entreprise à 100 dollars, mais j'ai uniquement mis 5 dollars sur la table. Donc, j'ai contracté de la dette que je vais mettre dans les bilans financiers de la compagnie. Et au-dessus de tout ça, je me paye des frais de gestion. Donc, le but derrière, c'est quoi? C'est augmenter les marges bénéficiaires de l'entreprise et la rendre et la rendre efficiente. Donc, c'est ça le but général, en fait. Donc, s'ils arrivent à augmenter les marges et rendre l'entreprise de plus en plus efficiente, ça sera un tout bénéfice pour eux parce que les marges vont augmenter, ça va permettre de payer la dette et ils vont se payer un gros dividende derrière. Mais la plupart du temps, ce sont de véritables échecs. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais vraiment aimé la compagnie qu'on appelle KKR. Parce que bon, ils font uniquement du leverage buyout. Et quand vous allez regarder la plupart des entreprises qu'ils ont possédées, très peu, ils ont fait beaucoup d'argent au passage, mais très peu d'entreprises ont survécu à l'état actuel. D'accord? Moi, personnellement, ça me dérange d'endetter. Je ne comprends pas le but d'endetter une entreprise pour la racheter tout en la siphonnant jusqu'à l'os. D'accord? À la fin de la journée, il y a des gens qui y travaillent. Donc, personnellement, c'est pour ça que les entreprises comme KKR, même si je pense qu'elle est sous-évaluée actuellement, je ne peux même pas passer 5 minutes dessus. Bon, ça, c'est une parenthèse. Donc, quand une entreprise, justement, comme KKR ou bien Cerberus achète un hôpital, d'accord, ce qu'ils vont faire, justement, c'est, si l'hôpital possède présentement des bâtiments, d'accord, ils vont vendre les bâtiments, mais rester locataire des bâtiments maintenant. Donc, c'est-à-dire que ça leur permet de lever du capital. Admettons que j'ai acheté l'hôpital HCA, je l'ai acheté à 100 dollars. Je me rends compte que dans HCA, il y a des bâtiments ici qui valent peut-être, disons, 50 dollars. D'accord? Je vends les bâtiments, je reste locataire maintenant. Admettons que chaque mois maintenant, je vais payer 5 dollars de loyer chaque année
sur ces bâtiments que j'ai vendus à 50 dollars. Donc, je reçois mon 50 dollars aujourd'hui. D'accord? Ça fait combien? Ça fait un 50 dollars moins 5 dollars de loyer. Ça me fait un 45 dollars en supplément. OK? Je vous ai dit dès le début que j'avais uniquement mis 5 dollars. Donc, je vais peut-être me payer un 10 dollars ici et rembourser la dette avec peut-être un 20 le 20 dollars restant et garder une partie ici en cash. Donc, vous voyez que sur les 5 dollars que j'ai mis dès le début pour acheter cette compagnie ici à 100 dollars, j'ai déjà récupéré j'ai déjà récupéré non seulement mon argent, d'accord, plus un bonus en supplément. Et encore, je suis toujours propriétaire. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment des vampires. Moi, je les appelle comme ça. Ce sont des vampires. Donc, sur Medical Property Trust, en fait, elle était alliée à ce genre d'entreprise-là, mais pas pour pas pour les mêmes objectifs. Donc, même si ces objectifs-là sont complémentaires, dans le sens où moi, Cerberus, d'accord, parce que je parle beaucoup de Cerberus parce que vous allez comprendre. Moi, Cerberus Capital, j'achète un hôpital, d'accord, et ce que je fais, c'est que je vends les bâtiments. Et je vends les bâtiments à qui? À Medical Property Trust et qui me dégage du cash. Donc, Medical Property Trust me donne une grosse somme d'argent, d'accord, en échange de mes bâtiments. Donc, Medical devient propriétaire des bâtiments et moi, je suis juste locataire. Donc, je paie un loyer à Medical et je leur donne, on signe un bail généralement sur une longue période de temps, généralement plus de 10 ans. Donc, généralement, ce sont des bails qu'on appelle les triple net lease où c'est important d'ailleurs, où le propriétaire, d'accord, donc quand on dit que c'est triple net lease, où moi, le locataire, d'accord, j'ai l'obligation de faire la maintenance des bâtiments et de payer les taxes sur les bâtiments en fait. Donc moi, le propriétaire, je reçois mon loyer et je ne m'occupe de rien d'autre, dans une certaine mesure, dans un monde idéal. D'accord? Donc c'est un avantage pour moi. Et c'est un avantage également pour le locataire. OK? Donc, mais c'est seulement à double tranchant parce que le locataire peut sous-investir dans le bien immobilier, ce qui veut dire que s'il fait défaut demain, on va se retrouver avec un bien immobilier qui ne peut pas être revendu à sa juste valeur ou bien loué à sa juste valeur et on va devoir dépenser énormément d'argent. Et si on n'a pas l'argent à ce moment-là, ça va être compliqué. Donc, je reviens sur Medical Property Trust. En fait, ce qu'ils font généralement, comme je vous l'ai expliqué tantôt, c'est du sell and lease back. Donc, ils rachètent généralement ces bâtiments-là. OK? Donc, ça, c'est la première chose. Ils n'ont pas que ça. Ils sont assez diversifiés. Ils sont en Europe, etc. Donc, tout ce que je prends ici, c'est dans le rapport financier qu'on peut retrouver là. OK? Donc, sur ces rapports financiers-là, par rapport à ce qui se passe présentement, nous avons une entreprise, si on a parlé des chiffres la dernière fois, je n'ai pas envie de parler beaucoup de chiffres aujourd'hui, vous allez voir que je ne vais pas parler de beaucoup de chiffres. Donc, quand on a analysé la componente à 16 dollars, d'accord, je vous ai dit que sur ce genre d'entreprise, recherchez qu'est-ce qu'on fait, d'accord, qui sont nos plus gros clients et est-ce qu'ils sont solvables. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on fait? Qui sont nos plus gros clients et est-ce qu'ils sont solvables? D'accord? La première question, c'est qu'est-ce qu'on fait? On a déjà répondu ici. Dans le qu'est-ce qu'on fait également, on pourrait mentionner que oui, c'est une industrie ici qui n'est pas prête à mourir parce qu'à la fin de la journée, avoir les centres, avoir les hôpitaux ici, je ne dirais pas que c'est des biens publics, mais voilà, c'est la base en fait. D'accord? C'est la base. Ça a une importance primordiale, d'accord, sur le plan social. OK? Maintenant, on peut débattre ici sur le fait de faire de l'argent dessus. Ça, c'est autre chose. Donc maintenant, quand je suis un opérateur ici, quand je possède une chaîne, un hôpital par exemple, et que je suis un opérateur, ce que je fais généralement ici, c'est que quand je prends un patient, d'accord, j'ai l'obligation de le soigner. Bon, aux États-Unis, dites-vous que si vous n'avez pas d'assurance, c'est un peu dangereux de ce côté-là. On va vous donner les soins de base. Donc, ici, si la personne est assurée, de toutes les façons, je me fais payer par l'assureur. D'accord? Donc, je me fais payer par l'assureur, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais généralement, entre le moment où je soigne la personne et le moment où je reçois l'argent, il y a un laps de temps qui peut s'écouler. D'accord? Et vous voyez qu'avec la période de Covid ici, beaucoup d'hôpitaux ont gagné énormément d'argent. Mais la plupart ne sont pas rentables, au moins depuis 5 ans aujourd'hui, ils ne sont pas rentables parce que les coûts les soins de santé augmentent, les coûts augmentent, mais les assureurs payent de moins en moins bien. D'accord? Non seulement ça, les charges augmentent également. Au niveau du Covid, les charges ont augmenté. On paye les infirmières de plus en plus. On leur donne des sommes de plus en plus élevées.
d'accord, mais on ne gagne pas d'argent à la fin de la journée. C'est pas comme si on peut augmenter le prix de la prestation médicale comme ça. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ça cause beaucoup de problèmes. C'est très, très lent. Même s'il y a présentement, il y a une possibilité d'augmenter les prix ici de près de 4,3% par là, donc c'est selon le CMS, donc USA. Donc généralement, je pense que c'est un organisme aux États-Unis, donc le Center for Medicare. Donc vous pouvez également aller regarder ça ici. Donc, vous voyez qu'au niveau du business ici, oui, c'est un bon business, mais c'est un peu compliqué. Très, très compliqué. Surtout pour avoir des marges élevées dans ce business-là, c'est assez compliqué. Donc, quand je prends maintenant la compagnie de savoir qui sont maintenant nos compétiteurs, qui sont maintenant nos gros clients. Nos gros clients ici, je vais dans les rapports financiers, d'accord? Je vais aller regarder ici dans Customer, donc on va regarder, on descend. Alors, où est cette information-là? Donc, au niveau des, voilà, c'est ici. Significant tenant. Vous allez voir ici dans Significant tenant, ici, si je peux le traduire en français. Je ne sais même pas si je peux traduire tout ce document en français. Est-ce que c'est possible? Je ne pense pas qu'il va pouvoir. Hein. C'est un peu chaud là. Oh, il a reçu. Locataire important. Sur la base de l'actif brut pro forma, nos 5 principaux locataires étaient les suivants. 2 points. Intendant, donc locataire ici. Donc, voilà. C'est, en fait, le nom de l'entreprise ici, c'est Steward. Là, ça, quand vous avez traduit en anglais ici, comme il a traduit l'anglais vers le français, ça a mis intendant. Si on le remet ici en anglais, vous allez voir que ça revient sur Steward. Donc, Steward, c'est le premier opérateur. D'accord? Après, on a Circle, après, on a Prospect, Swiss Medical Network, HCA et Other Operator représente à peu près 47%. Donc, Other Operator, c'est à peu près les autres. Donc, ici, nos actifs sont concentrés sur 1, 2, 3, 4, 5. 5 personnes ici, donc 5 entités ici détiennent près de, voilà, on va se dire, si j'enlève le 5 ici, près de 40% de l'entreprise, des revenus de l'entreprise sont générés sur par 5 entités. Et parmi les 5 entités, il y en a une qui représente près de 20% aujourd'hui, parce qu'avant, c'était plus de 20%. Aujourd'hui, c'est près de 20%. D'accord? Vous avez vu ici que la partie qui représentait Utah ici a complètement disparu. Et on vous met ici petit 1, petit 1. Vous allez voir ici qu'il faut aller voir la note 3 et la note 8 qui ont un lien avec HCA. D'accord? Qui est le meilleur opérateur dans le domaine d'ailleurs. Je pense que c'est le plus gros dans le domaine des hôpitaux ici aux États-Unis. Donc, Steward. On va revenir sur Steward. Donc, vous voyez ici que tout ceci, je dois savoir, est-ce qu'ils sont, je dis bien, est-ce qu'ils sont solvables? Et quand Steward représente près de 20%, je dois avoir, à peu près, il y a un document qu'on émet généralement, qu'on appelle le 10KA. D'accord? Donc, je vais mettre ça ici, 10KA, 10KA. D'accord? On va le mettre comme ça. Généralement, quand vous avez un opérateur qui est significatif, vous devez remplir ce document-là en fait pour pouvoir nous permettre, à nous actionnaires, de vérifier si l'entreprise est solvable. Notre plus gros client, s'il est solvable. D'accord? Surtout quand on est dans le business de real estate. Vous savez que si la personne n'est pas solvable, on peut s'attendre à ce que les revenus diminuent. D'accord? Donc, ça, c'est pour la personne. Ça, c'est pour répondre à la question qui sont nos clients. Et on va répondre à la question, est-ce qu'ils sont solvables pas pour tous, mais voilà, pour certains, surtout pour Steward. Et en supplément de ça, pourquoi est-ce que l'entreprise souffre actuellement? L'entreprise souffre actuellement sur le plan macroéconomique, premièrement. Vous voyez, avec l'augmentation des taux d'intérêt, vous pouvez faire de moins en moins d'acquisitions. Parce qu'ici, quand la dette est bon marché, ce genre d'entreprise, ils ont tendance à faire beaucoup d'acquisitions. Et c'est ce qui s'est passé avec cette compagnie-ci. Là, si vous allez voir ici au niveau de Coifin, vous allez vous rendre compte que le niveau d'endettement de cette entreprise a augmenté énormément. Enfin, pas le niveau d'endettement, le revenu est croissant année après année. Et vous allez voir que la dette également augmente ici. C'est tout bénéfice ici quand les taux d'intérêt sont bas. Mais dans un environnement où les taux d'intérêt commencent à augmenter, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut faire rouler cette dette-là. Même si elle n'a pas l'obligation d'être remboursée, vous devez la faire rouler, donc vous allez avoir des taux d'intérêt de plus en plus élevés. Or, vous payez un dividende qui est de plus en plus élevé, donc ça veut dire qu'il y aura une pression au niveau de l'augmentation de ce dividende-là à long terme. Également, une pression au niveau de la croissance même de l'entreprise à long terme. Donc, sur les derniers trimestres, ici, le management se focalise beaucoup sur la réduction de la dette.
D'accord? Donc, ça, c'est peut-être une partie, voilà, c'est à peu près ce qu'ils ont choisi de faire, surtout en ce moment. C'est une bonne décision de le faire, mais c'est surtout l'une des raisons pour lesquelles ils souffrent actuellement. Donc, le marché a peur, n'est-ce pas, qu'avec l'augmentation des taux d'intérêt, ils auront du mal à financer les acquisitions, donc ils auront du mal à financer une croissance du dividende et ils auront des intérêts de plus en plus élevés quand ils vont faire rouler cette dette-là. Je ne suis pas en train de dire que la dette ici est intenable, mais elle devrait clairement se concentrer sur le remboursement de la dette. OK? Ça, c'est pour à peu près la seconde raison. La seconde raison ici, le pourquoi est-ce que l'entreprise souffre. Parce que la première raison, celle même qui fait peur à tout le monde, c'est l'endettement de Stewart. Dernièrement, il y a une entreprise ici qui a fait faillite, qu'on appelle, qui est également un des clients de cette compagnie ici. L'entreprise s'appelle Pipeline Healthcare. Pipeline Healthcare a fait faillite, je pense, il y a 2 jours, d'accord? Et depuis que Pipeline a fait faillite, Pipeline représente moins de 2% des revenus de Medical Property Trust, d'accord? Donc, c'est presque insignifiant. Et dans ces résultats financiers-là, en fait, on peut se dire que, voilà, quand ce genre d'information arrive, vous devez communiquer avec les actionnaires. Et depuis que cette information est sortie, Medical Property Trust n'a pas encore communiqué. Et elle n'est pas la seule entreprise qui loue ses bâtiments à Pipeline Healthcare. Il y en a une autre ici, j'oublie juste le nom, qui, elle, a déjà communiqué depuis. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que les gens de Medical Property Trust font, mais ça ne me sent pas bon. En plus de cela, on leur a posé la question au second trimestre ici par rapport à cette compagnie qu'on appelle Pipeline. Le management a clairement dit que Pipeline gérait très très bien son entreprise, d'accord? Donc il n'y a pas de risque de faillite. Quelques semaines après, boum, Pipeline il fait faillite. Est-ce que je peux croire ces gens-là? Parce qu'il y a également, au niveau du management ici, il y a également la réputation qui est endommagée. Moi, je n'aime pas quand on me ment. Quand vous mentez une seule fois, surtout quand vous investissez sur une entreprise, c'est fini. On élimine directement. D'accord? Il n'y a pas de rattrapage. Je préfère qu'on me dise la vérité. Et une entreprise comme Medical Property Trust, ils ont les moyens de savoir si Pipeline est solvable. Et ils ont les moyens de savoir que cette entreprise est à risque. Ils pourraient vous mentionner que oui, nous avons une entreprise, c'est un peu à risque, mais voilà, on continue à manager, travailler avec Pipeline ici pour voir à peu près comment est-ce qu'on pourra arranger les choses. D'accord? Donc, dites-vous que ça, c'est un problème également. Donc, au niveau de Stewart, parce qu'on va revenir sur Stewart, il y a quelque chose qui me dérange. Est-ce que vous savez que Medical Property Trust est actionnaire de Stewart, détient 10% de Stewart? Ils ont prêté de l'argent à Stewart parce que Stewart a des problèmes financiers et Stewart est l'un de nos plus gros clients. Donc si Stewart fait faillite, d'accord, faillite, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas payer les loyers, ça veut dire qu'ils sont insolvables. Donc ça veut dire qu'il y a une partie des loyers qui vont peut-être disparaître pendant un moment, soit 20% à peu près. Par rapport aux revenus ici, ça nous représente à peu près 320 millions par là. D'accord? On pourrait encore aller vérifier ça pour plus de précision. Donc, si Stewart fait faillite, on est en danger. Et qu'est-ce qu'on fait? On prête de l'argent à Stewart. Et quand on prête de l'argent à Stewart, on devient également propriétaire d'un certain pourcentage de l'équité de Stewart. Donc, si Stewart fait faillite demain, la dette généralement liée au loyer est une dette, comment on dit ça? C'est une dette qui a, parce qu'au niveau de l'endettement, il y a des dettes, c'est une dette senior en fait. Donc, quand on va, quand on va au tribunal ici en cas de faillite ici, j'ai la priorité par rapport à la réclamation. Donc, j'ai la priorité sur les actifs de la compagnie ou bien sur le business de la compagnie, le business model ou bien voilà voilà, on va se dire le business model de la compagnie, d'accord? Donc, si on fait faillite présentement, euh, il y a de fortes chances que Medical Property Trust devienne propriétaire de Stewart. Ce qui est drôle dans Stewart, c'est que Stewart ne fait pas d'argent. Stewart ne fait pas d'argent. Au moins depuis 2017. De 2017 à 2020, Stewart n'a pas gagné d'argent. Peut-être qu'en 2021, ils ont gagné de l'argent. Mais ils ne gagnent pas d'argent. Au contraire, ils doivent de plus en plus s'endetter. Parce qu'une fois qu'ils ont payé des loyers qui sont à près de 300 millions par là, il ne leur reste plus rien du tout. Non seulement pour réinvestir dans le business, mais également pour se payer eux-mêmes en tant que manager. D'accord? Tout simplement parce que l'entreprise est très endettée. Et il y a des risques ici que Stewart fasse faillite. D'accord? Et si c'est le cas, je pense même que c'est la première raison. C'est pour cela que l'entreprise est totalement dépréciée ici, parce qu'il y a de fortes chances que Stewart fasse faillite. D'accord? Dans le sens où,
quand les taux d'intérêt augmentent, est-ce qu'elle pourra se refinancer? On n'a pas d'informations par rapport à ça. Le management est très, très, voilà, comment on dit ça? Ils sont très optimistes par rapport à l'avenir de Stewart. C'est normal. Ils ont un intérêt dessus. Parce que de toute façon ce sont des communicants. Donc, ils vont toujours vous donner des informations positives, même si tout va mal. Ils vont toujours vous donner l'information sur un sens très optimiste. Donc, faites attention quand vous lisez les rapports financiers. Il ne faut pas croire à tout ce que le management vous dit. Il ne faut pas croire. Écoutez et regardez. D'accord? Écoutez et regardez. D'accord? Donc, Medical Property Trust a un sérieux problème au niveau de certains de ses clients. Alors, est-ce que ça veut dire que l'entreprise va donc mourir? Non, pas forcément. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Stewart pourrait disparaître, mais Medical Property Trust pourrait relouer les bâtiments ou bien relouer les bâtiments à un autre opérateur, par exemple comme HCA. Okay, qui a déjà pris les bâtiments de Medical Property Trust, mais sur le marché dans la région de Utah, ici, dans la région de Utah. Donc, ils ont pris les bâtiments, les hôpitaux opérés par Stewart avant. Donc, c'est quelque chose qui a réussi par le passé. Il pourrait également le faire pour les autres. Et HCA est de bien meilleure qualité que Stewart présentement. Maintenant, je ne sais pas pour Circle, ni Prospect, ni ou bien pour Swiss Medical Network. Mais dans tous les cas de figure, ça ne veut pas dire que l'entreprise va disparaître du jour au lendemain. Elle pourrait également revendre ces actifs-là. OK? À une certaine valeur. D'accord? Ça a une certaine valeur généralement. Donc, quand vous allez regarder les rapports financiers, si vous allez vous rendre compte qu'elle a peut-être un tangible book value aux alentours de $15 par action. Donc, je prends ici le tangible book value. D'accord? Tangible book value per share de près de $15 par action. Donc, si vous achetez cette entreprise et qu'elle vend tous ses actifs à leur juste valeur, vous allez recevoir à peu près $14,80 si vous voulez. Mais attention, ce tangible book value également peut diminuer. D'accord? Ce n'est pas la première fois. Entre 2007 et 2010, il a bien baissé ici. On est quitté de $9 à peu près à près de $5-6 par là. Donc, ça pourrait également baisser ici. Mais voilà, ça peut être temporaire comme durable également. Donc, pour ceux qui veulent investir sur cette compagnie-ci, il faut vraiment lire les rapports financiers. Posez-vous la question à savoir, quel est le risque que Medical Property Trust court avec Stewart? Moi, de mon côté, je dirais, c'est vraiment du 50-50. Stewart pourrait ne pas s'en sortir, mais on pourrait relouer les bâtiments à un autre opérateur. Ça, c'est ce qu'on appelle, voilà, c'est le scénario idéal. C'est vraiment le scénario idéal. Si vraiment cette compagnie-ci m'intéresse, déjà le dividende actuellement, je vais d'abord mettre ça de côté, parce que là, ce dividende est à risque. Il est à risque. Si vous pensez que si Stewart fait faillite, il ne paye pas les dividendes, les loyers ici, pendant juste un an, vous allez voir ici que cette compagnie va complètement couper ce dividende-là. Donc, il est à risque. Donc, si cette compagnie continue à m'intéresser, je ne vais pas miser ma maison dessus. D'accord? Je vais aller avec une petite louchette. D'accord? Parce qu'il y a ce risque-là. D'accord? Et pour ceux qui sont courageux, faites comme vous voulez. OK? Mais au moins, vous savez aujourd'hui quels sont les risques d'investissement sur cette compagnie-ci. La liste est non exhaustive parce que cette compagnie Medical Property Trust a également alors, elle a une comptabilité très entreprenante, d'accord? Elle a une comptabilité très entreprenante et on peut y revenir dessus. Il y a également beaucoup de short sellers sur la compagnie présentement, justement parce qu'elle a une comptabilité très entreprenante. Donc, vous allez voir ici que ne vous fiez pas uniquement aux dividendes ici. Je peux sonner très pessimiste, mais voilà. Sur la note optimiste, ici, on peut se dire une chose. Nous avons une entité ici qui exerce sur un secteur qui est indispensable pour l'économie, pour le bien-être social en général. Donc, elle ne va pas disparaître. Les hôpitaux ici, les bâtiments, c'est vrai que les bâtiments, les hôpitaux, enfin, ce genre de bâtiments-là, ça ne se loue pas aussi facilement. OK? C'est pas comme si quelqu'un va sortir, on va le louer aussi facilement. Non, pas du tout. Et quand bien même également la personne fait faillite, ça ne veut pas dire qu'elle ne paye plus le loyer. D'accord? On va s'entendre, on va peut-être réduire les loyers. D'accord? Mais voilà, on peut toujours trouver un arrangement à moyen terme. Donc, je n'ai pas voulu faire une vidéo très quantitative ici aujourd'hui. C'était juste pour vous donner des informations par rapport à cette compagnie-ci. Donc, c'était beaucoup de bavardage. C'est un peu comme un podcast ici, mais je pense que j'ai essayé de faire le tour. Il y a certainement certaines choses que j'ai oubliées. Je pourrais revoir ça ici. Mais voilà, pour le moment, en récapitulatif, il y a Stewart qui nous cause problème parce que Stewart est endetté.
Comment est-ce que je sais ça? J'ai un peu fouillé sur Internet, allez voir à peu près la note de Stewart. Et également, cette compagnie-ci vous donne les informations concernant Stewart dans ses rapports financiers. OK, donc elle a justement le document financier qu'on appelle le 10K/A. D'accord, vous allez voir ici 10K/A, donc ça s'écrit comme ça. 10K/A. Allez-y voir les rapports, les états financiers, les- le Investor Relation ici. Vous allez au niveau de Financial et vous allez trouver ici SEC Filing. Et dans les SEC Filing, mettez juste annuel et vous allez trouver le dernier 10K/A. Allez juste le lire ici. Ça concerne uniquement Medical Property Trust. Donc moi ici au niveau du management, j'ai un souci en termes de... Voilà, est-ce que je peux trust le management? Point d'interrogation. Parce que vous m'avez menti une fois. Et vu qu'il n'y a pas de deuxième fois, je ne cautionne pas une seconde fois. Moi, je peux déjà me mettre sur les lignes de côté. Juste parce que le management m'a mentionné qu'il y a une entité ici voilà, qui gère bien, ses hôpitaux, etc. Donc, il n'y a aucun risque au niveau voilà, de la faillite. Quelques semaines après, boum, on fait faillite. C'est un peu difficile. Mais voilà, c'est le monde de l'investissement. Hein. Vous voyez qu'on ne reste pas juste le dividende qui est croissant année après année, blablabla, blablabla. On lit les rapports financiers. Tout ce que je dis ici présentement, ça date de 2021. Le document que j'ai présentement sous les yeux, qui est ici qu'on appelle généralement le 10K. Ça, c'est le 10K de 2021. Donc, c'est ce que Medical Property Trust a, c'est l'annual report de Medical Property Trust. OK? Donc, en 2021, vous allez voir ici dans l'onglet risque, on vous parlait déjà Medical Property Trust, Medical Property Trust. Je vais juste mettre ça ici. OK, juste pour montrer à peu près où est-ce qu'on était en 2021. Admettons que nous sommes à la même période, les résultats de 2021 sortent, on les reçoit peut-être au mois de février. On va exagérer. On était encore à $21 l'action. Et à $21 l'action, quand on lit les rapports financiers, par rapport à la dernière analyse qu'on avait fait ici, je vous l'ai dit qu'aux alentours de $19 l'action, c'est la valeur de l'entreprise, mais ça va commencer à m'intéresser aux alentours de $10. Bizarrement, les planètes s'alignent, on est à $10. Maintenant, je réfléchis. Est-ce que ça vaut la peine de rentrer ici, compte tenu de tous les risques qu'on a présentement ici? C'est vraiment 50-50. Il n'y a ni blanc ni noir. Parce que ça pourrait... Il y a une partie, il y a un risque. Ce risque-là peut être temporaire. Mais également, voilà, comme je dis souvent, il y a peut-être que pas, il ne faut pas être si pessimiste que ça à chaque fois, d'accord? Donc, le plus gros risque ici, c'est la faillite de Stewart, d'accord? Si Stewart fait faillite, quelle est la solution qu'on a? Soit Stewart continue d'opérer, continue à payer les loyers ici, et on restructure sa dette, ou bien on devient propriétaire de Stewart, ou bien ici, Stewart vend, ou bien ici, Stewart se fait racheter par une autre entité ici, donc on trouve un arrangement avec peut-être HCA, et HCA prend maintenant les loyers de Stewart. Ça peut être ça également. Sinon également, il y a la détérioration de l'environnement macroéconomique ici. D'accord. Il faut également voir que les hôpitaux en eux-mêmes, ils ont certains soucis, surtout l'augmentation des coûts, et ils ne peuvent pas augmenter les prix aussi facilement. Donc, vous voyez qu'il y a tous ces soucis-là. Donc, généralement, moi, ce genre de compagnie, je me tiens à l'écart tout ce qui concerne la santé, généralement. Ça me met mal à l'aise, en fait, qu'on fasse de l'argent dessus, personnellement. Que ce soit les hôpitaux comme HTA, qui est une belle entreprise, mais je me vois très mal posséder cette compagnie-là. Medical Trust, voilà, c'est un Real Estate Investment Trust, tant mieux, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça juste parce que vous êtes dans le secteur médical. Moi, dans les Real Estate Investment Trust, j'aime bien les warehouses, donc les entreprises comme WDP, qui est une entreprise belge, si je ne me trompe pas, Warehouse de Pau, d'accord. J'aime bien cette compagnie-ci. J'aime les warehouses, j'aime les centres commerciaux, mais les centres commerciaux de classe A, de précision. Donc uniquement des compagnies comme SPG ou bien Clépierre, même si je sais que certains n'aiment pas Clépierre. J'aime également les data centers, d'accord? Tout dépend du prix également. J'aime également les compagnies comme American Tower, donc ce genre d'infrastructure-là. Mais quand on commence à parler d'hôpitaux, ah là là, ça commence à être assez limite pour moi, d'accord? Parce que je ne pense pas, pour moi, en fait, la santé, c'est important. Mais quand on fait de l'argent dessus, ça me dérange. Parce que je pense que la vie d'un être humain a bien plus de valeur que le prix qu'on peut accrocher sur un médicament. D'accord? Et voilà, je pense que tout le monde a droit à la vie. Tout le monde a droit à des soins de santé de qualité. Donc moi, je suis pour généralement la couverture universelle au niveau des soins de santé. Donc
je ne suis pas pour qu'on fasse de l'argent dessus à long terme, enfin, juste pour, voilà, comment on appelle ça? En tant qu'investisseur, ça me met mal à l'aise d'investir dans une compagnie qui fait de l'argent en vendant des médicaments, ou bien en louant ou bien en gérant des hôpitaux, ou bien des centres de santé, ou bien également en ayant des bâtiments, en louant des bâtiments à des opérateurs qui font de l'argent dans le secteur médical. D'accord? À peu près, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, moi, c'est juste comme ça que je suis. OK? So, pour moi, Medical Property Trust, c'est vraiment une entreprise qu'on va mettre en observation. D'accord? Pour les plus téméraires, allez-y. Mais vous savez à peu près à quoi s'en tenir. Je pourrais faire une vidéo ici un tout petit peu plus propre avec des PowerPoint, mais vous savez, moi, ça me dérange vraiment de faire des PowerPoint. Ça me prend beaucoup de temps. Donc, j'ai essayé de bavarder ici aujourd'hui. Je vous ai donné l'information générale ici. Donc, si vous voulez plus de précision, dites-le moi en commentaire, etc. Mais sinon, pour le moment, il y a la détérioration de l'environnement macroéconomique, l'augmentation des taux d'intérêt. On ne va pas pouvoir faire rouler la dette aussi facilement que ça. Donc, si on fait rouler la dette, il y aura une augmentation des taux d'intérêt. Donc, il y aura une augmentation des charges ici. Au niveau même de la croissance de l'entreprise, ici, ça va être de plus en plus compliqué parce que vous voyez ce genre d'entreprise ici, la croissance est essentiellement, on l'a fait essentiellement avec la dette ici. Soit on va mettre de nouvelles actions, soit on va prendre une nouvelle dette ici, mais on va prendre une nouvelle dette avec des taux d'intérêt plus élevés que ça. Et en plus de cela, les loyers, est-ce que les loyers vont continuer à augmenter ici, sachant que la plupart de nos opérateurs également sont en difficulté, surtout le plus gros présentement qui représente près de 18%. Est-ce qu'il va faire faillite? Point d'interrogation. Mais s'il fait faillite ici aujourd'hui, est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas payer les loyers? Point d'interrogation. Est-ce qu'on va trouver une solution? Point d'interrogation. Une fois que je sais ça ici, maintenant, je sais à quoi m'en tenir à la, par rapport au pourcentage de mon portefeuille que je vais bien vouloir mettre sur cette compagnie qu'on appelle Medical Property Trust. Donc, c'est sûrement pas pour le dividende que je vais m'intéresser à cette compagnie-ci, c'est surtout pour la pérennité à long terme. Donc, voilà à peu près ce que je pouvais dire ici par rapport à Medical Property Trust, d'accord? Moins de chiffres aujourd'hui, beaucoup de blabla, d'accord? Mais c'est aussi ça, investir, d'accord? Investir, c'est pas juste une question de chiffres, d'accord? Les chiffres, c'est bien, mais il faut les faire parler. Donc, j'ai essayé de faire parler les chiffres ici. Si vous allez, je pourrais peut-être faire une vidéo ici concernant les risques de l'entreprise ici. Donc, en 2021, si on avait ce document-ci, par exemple, au niveau des risques ici, on aurait pu voir ici que ongoing COVID pandemic and health safety measures intend to reduce its spread could adversely impact the financial condition of our operation. Donc, voilà. Je sais que vous n'avez pas compris ce que je dis. Je vais mettre ça ici en français, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Donc, on va le lire ici à peu près. Qu'est-ce que le management dit par rapport à cette partie-ci? Alors, la pandémie Covid-19 en cours et les mesures de santé et de sécurité visant à réduire sa propagation pourraient avoir une incidence défavorable sur notre situation financière et nos résultats d'exploitation. Donc, le Covid-19 ici a un impact négatif sur la compagnie. OK? Donc, les conditions économiques et politiques défavorables aux États-Unis et dans le monde, les crises sanitaires et d'autres événements indépendants de notre volonté pourraient avoir un effet défavorable portant sur nos activités, nos résultats d'exploitation et notre situation financière. On a bien dit situation financière. Vous comprenez? Maintenant, ils vous donnent des explications. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Nos revenus dépendent de nos relations avec nos locataires et de leur succès, en particulier nos plus gros locataires comme Steward, Circle, Prospect, Swiss Medical Network et HCA. On vous les a bien cités. S'ils font défaut, on a un problème. Et vu qu'il y en a un ici qui est dans une situation un peu compliquée, il faut déjà commencer à se poser des questions dès aujourd'hui. Et ça, on est déjà au courant de ça à partir du mois de décembre 2021. OK? Donc, on peut continuer ici. La partie des risques est généralement très importante. Moi, j'aime souvent lire cette partie-là parce que ça me permet de poser les bonnes questions. Nous avons connu une croissance rapide avec notre incapacité à gérer efficacement notre croissance pourrait avoir un incident défavorable sur notre situation financière et nos flux de trésorerie, ce qui pourrait avoir un incident négatif sur la capacité à assurer le service de notre dette et effectuer des distributions. Donc, là, on vous parle de la dette, la distribution ici. Donc, les amis, à peu près, je vais vous laisser faire le tour ici. D'accord? Je vous ai montré est-ce que vous pouvez traduire ce document en français. Donc, vous n'avez aucune excuse ici par rapport au manque d'informations sur cette compagnie-ci. OK? Essayez de rechercher vous-même les informations ici. Donc, la plupart des investisseurs ici ne font pas ce travail-là. Pourtant, c'est le travail le plus important. Les chiffres, c'est la partie la plus facile. Vous voyez souvent comment moi, j'arrive à le faire ici très, très rapidement. Quand vous avez l'habitude, et voilà, au fur et à mesure que vous voyez certaines entreprises, vous savez à peu près comment est-ce que vous allez faire. Mais la partie qui détermine votre succès à long terme, c'est la compréhension même des risques liés à un investissement sur votre compagnie. Dans la compagnie, sur cette compagnie-ci, la compagnie que vous aurez choisie, bien sûr. Donc ici, si on connaît les risques, on peut à peu près savoir comment est-ce que s'ajuster. À nous de voir à peu près est-ce que ces risques-là sont probables ou peu probables, par rapport à la probabilité. Quel est le niveau, le degré de probabilité de ces risques-là?
Par exemple, quand on parle ici de détérioration du tissu économique, c'est probable présentement à quel pourcentage? Près de 60% et plus. D'accord? Je sors ça de mon chapeau, le 60% et plus. Par rapport à l'environnement, je le sens comme ça. Vous-même, vous pouvez le sentir à votre niveau. Donc, dites-vous que ici, si la situation économique se détériore, même si la maladie s'en fout de la situation économique, d'accord? Si vous êtes malade, vous allez aller à l'hôpital. Et si vous allez aller à l'hôpital, à la fin de la journée, vous allez devoir vous faire soigner. Si vous faites soigner, il va falloir payer. Et si on paye, l'entreprise qui opère ces hôpitaux-là va gagner de l'argent. Si elle gagne de l'argent, elle va payer les loyers. Mais si cette entreprise perd déjà de l'argent présentement, même en période où tout va bien, imaginez quand tout ira mal. D'accord? C'est un secteur qui a beaucoup de difficultés justement parce qu'ils ne peuvent pas augmenter les prix, comme je vous l'ai dit tantôt, aussi facilement. Donc, je vais me limiter là. D'accord? J'ai assez bavardé ici aujourd'hui. Donc, j'ai essayé de faire un 360 ici. Je pourrais faire une autre vidéo à peu près plus tard, juste pour parler des risques ici les plus importants dans les documents-ci, ou bien également pour parler de la dette ici, ou bien également pour parler ici des, pas des délais sur la dette, mais aussi surtout des conditions de la dette ici qu'on appelle généralement les covenants ici. Par exemple, on peut vous dire ici de ne pas dépasser un EBITDA, dette nette sur EBITDA pas plus grand que 10. D'accord? Ou bien ici, les intérêts sur EBITDA ici, EBITDA sur intérêt ici, voilà, aux alentours de 10 fois. D'accord? C'est-à-dire que vos EBITDA doivent couvrir les intérêts 10 fois. Donc, ce sont les conditions qu'on peut vous donner ici, etc. Donc, on pourrait également voir ça ici. Ça peut également faire sujet d'une autre vidéo. Sinon, on va continuer à suivre le dossier Medical Property Trust. Dites-moi en commentaire si vous possédez cette entreprise ici dans votre portefeuille. OK? Je ne suis pas en train de vous dire ici que l'entreprise va faire faillite ni quoi que ce soit, mais ce sont les dangers qu'il y a présentement à l'horizon. Maintenant, nous, on va s'ajuster en conséquence en termes de portefeuille. Par exemple, il y a des gens qui ont peut-être mis 10% de leur portefeuille dessus, ou bien 5%. Moi, je dirais personnellement, si vous m'obligez à acheter cette compagnie-ci, le prix actuel, voilà, c'est vraiment du 50-50. Ça peut être de la spéculation intelligente. Comme j'aime souvent le dire comme ça, mais à la fin de la journée, spéculation, c'est spéculation. Donc, je peux me dire ici, OK, si tu me forces à acheter cette compagnie-ci, quel est le pourcentage de mon portefeuille que je vais mettre dessus? Moi, personnellement, je n'irai pas au-delà de 2%. Et même 2%, ça me dérange. Je pourrais même mettre 1% dessus. Pourquoi je vais me casser à mettre 2%? Je pourrais mettre 1% dessus. Le reste des 1%, je pourrais aller m'acheter du Air Liquide avec, même si je sais que Air Liquide au prix actuel n'est pas très intéressant pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça reste que ça peut être une entreprise ici. Si tout va bien, on pourrait faire beaucoup d'argent. Donc, nous, 2% ici pourrait nous rapporter énormément. Surtout si on repart juste à la valorisation de 20 dollars, qui était la valeur qu'on avait calculée ici par rapport à l'entreprise. Et on pourrait également ajuster cette valeur-là. Mais pour le moment ici, je pense qu'on va être correct, on va rester tranquille. Les résultats financiers précédents étaient bons. D'accord? On continue à avoir de bonnes informations dans le futur. Sinon, pour la faillite concernant Pipeline Healthcare, qui est un de nos clients, justement ici, Pipeline Healthcare ne va pas arrêter de payer les loyers. D'accord? Quand vous lisez également les documents des short sellers ici, ils ont tendance à être très pessimistes. Et n'oubliez pas une chose, quand vous investissez sur une compagnie, essayez également de rechercher les arguments qui pourraient détruire votre argument optimiste. OK? Essayez. Ça peut vous sauver la vie. OK? Parce que ici, les arguments négatifs concernant Medical Property Trust existent au moins depuis 2021, depuis juin 2021. Il y a quelqu'un qui avait déjà commencé à écrire dessus. Je pense que c'est notamment Bear Cave, un truc comme ça. Bref, allez-y, regardez les rapports financiers ici, lisez-les avec attention et jugez par vous-même. Donc, on pourra continuer à faire le suivi ici. Sinon, pour le moment, je vais me limiter. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.